Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live. Aujourd'hui, un sujet qui fait halluciner au sens propre comme au sens figuré. C'est un sujet qui me fascine, les médecines psychédéliques. Oui, on parle bien de LSD, MDMA et autres champignons hallucinogènes. Alors évidemment, cet épisode n'a pas du tout vocation à vous inciter à en prendre. Néanmoins, vous allez entendre une experte, une journaliste, qui, pour les besoins d'une enquête en profondeur, a tout testé. Elle a tout analysé et va donc nous dire quels sont les effets de ces produits sur notre santé, sur les troubles de la dépression et sur notre longévité. Dominique Nora est l'auteure du livre « Voyage au cœur des médecines psychédéliques ». Elle est avec nous aujourd'hui pour partager son expérience. Nous enregistrons dans les locaux de Wojo-Saint-Lazare, notre espace de coworking préféré en plein cœur de Paris. Merci beaucoup Dominique de venir répondre à mes questions et de venir parler de ce sujet que je trouve mais alors follement intéressant. Moi-même, je me sens pas concernée par la dépression, mais j'ai très envie d'en savoir plus sur ces médecines psychédéliques. Donc, avant de parler, on va poser le sujet. Donc déjà, vous êtes journaliste au Nouvel Obs et vous êtes spécialisé dans les questions plutôt techniques. Économie numérique, intelligence artificielle. Et avant ça, vous avez été ingénieur agronome. J'étais ingénieur agronome, j'ai une longue carrière dans le journalisme. J'ai dirigé la rédaction du Nouvel Obs aussi. J'étais à Libération avant, j'étais correspondante aux États-Unis. Voilà. Ok, et vous avez écrit un livre très récemment sorti, là, début 2025, sur les médecines psychédéliques. Tout un programme. Et moi, j'avoue que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à lire ça. C'est vrai qu'on entend dans les médias parler des psychédéliques, que c'est finalement pas mal consommé par beaucoup de gens à haut niveau, notamment dans la tech, en France, aux États-Unis. Et en fait, en lisant votre livre, moi, j'ai été vraiment très surprise d'apprendre que c'est finalement un médicament, un vrai médicament, qui n'est pas utilisé. Non, c'est-à-dire c'est vraiment une piste d'innovation en santé mentale. Et c'est ça qui m'a poussée à écrire le livre, c'est que je pense que c'est une piste très prometteuse parce qu'il y a une renaissance de toute la recherche et de la science sur ces substances, on pourra définir lesquelles, et qu'on est en impasse complète sur la santé mentale. Je veux dire, il y a 300 millions de personnes sur la planète qui sont en dépression. Il y a toutes les 40 secondes quelqu'un qui se suicide et 20 autres personnes qui attendent à leur vie, même s'ils n'arrivent pas à se suicider. L'alcoolisme, les addictions, en France, 41 000 morts par an d'alcool. Et pour ces choses-là, on a des médicaments, mais ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a des taux d'échec, il y a des rechutes. Or, avec les psychédéliques, il y a des pistes extrêmement prometteuses en essais cliniques. Et on redécouvre, en fait, ces substances qui ont été utilisées dans les années 50 et début des années 60 en psychiatrie. Donc, on va parler ensemble de thérapie augmentée. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais avant ça, peut-être faire un peu un message général, en fait, sur l'utilisation des psychédéliques, qui sont des substances interdites en France. Absolument. Et très controversées et à ne pas tester comme ça, tout seul chez soi ou avec des amis. Non, ils sont classés comme des stupéfiants, comme des drogues en fait addictives, toxiques et sans intérêt médical. C'est la classification mondiale de ces substances, mais qui date des années 70 et de la War on Drugs, la guerre aux drogues de Richard Nixon aux États-Unis. Et aussi, il y a eu des accidents parce que ça s'est répandu dans le grand public très vite. Mésusages. Et il y a eu des mésusages. Et il y a eu des accidents parce que les jeunes prenaient ça, hallucinaient et se mettaient en danger. Mais ces substances, en fait, n'ont rien à voir avec d'autres drogues ou d'autres stupéfiants. Et l'espoir, c'est que les essais cliniques prouvent qu'elles ont un intérêt médical en psychiatrie, en santé mentale, et que du coup, elles soient classées différemment, comme des médicaments. Parce que tout médicament est à la fois une drogue et un médicament. En anglais, on dit drug, qui est à la fois une drogue et un médicament. Exactement. Dans votre livre, vous parlez de cette thérapie augmentée par les psychédéliques comme une exploration de notre face cachée de notre conscience. Exploration de la face cachée de notre conscience. Comme si, en fait, voilà, le cerveau, pour l'instant, la conscience humaine n'est pas encore bien connue, bien appréhendée, et qu'en fait, il y a un monde
à explorer, sous-évaluer et sous-utiliser pour l'instant, que ces psychédéliques arriveraient à mettre un peu au niveau de la conscience. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas précisément tous les effets des psychédéliques sur le cerveau. Mais ce qui est certain, c'est que ça met le cerveau dans un état modifié de conscience qui peut être atteint par d'autres moyens aussi, on pourra en parler, qui ne sont pas forcément des substances. Et cet état modifié de conscience fait que, en fait, votre mental, c'est-à-dire l'espèce de petit dictateur mental qu'on a tous dans le cerveau, la petite voix permanente. La petite voix qui est très forte en dépression, où on rumine « Ah, mais t'es nul, tu vas pas y arriver » ou « J'ai absolument besoin de ce verre d'alcool, sinon je vais pas passer la journée », etc. Tout ça, en fait, est mis en sourdine. Et ce qui remonte, en fait, ce sont les émotions, des perceptions différentes, voire des hallucinations avec certaines de ces substances, mais c'est les tripes et c'est le cœur, en fait. Et je pourrais parler de mes expériences qui m'ont vraiment un peu décoiffée, on va dire. C'est qu'en fait, on arrive à aller là où on n'ose même pas, soi-même, quand on est dans un état normal, se dire des choses. Mais c'est des choses qui remontent vraiment de son moi profond. Donc c'est pour ça que c'est un outil d'exploration en psychothérapie ou en psychiatrie, mais c'est seulement un outil, c'est-à-dire que c'est pas ces molécules, il ne faut pas que les gens prennent ça et disent « Ah ben, je vais être guéri demain de mes traumas ou de ma dépression », absolument pas. C'est un outil d'approfondissement d'un travail sur soi qui est fait avec un professionnel, psychothérapeute, psychiatre, quand ce sera autorisé ou dans le cadre d'un essai clinique. Donc c'est pour ça qu'on parle de thérapie augmentée. Donc en gros, l'idée de la réutilisation de ces psychédéliques, ce serait de l'utiliser avec une thérapie, avec soit un psychologue ou un psychiatre. Alors tout à fait, les essais cliniques qui sont développés, il y en a à peu près 300 actuellement sur la planète. On pourra parler des substances après et des usages exactement, mais le mode opératoire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de psychothérapie préparatoire, psychothérapie orale, où on parle avec des professionnels de l'intention et des problèmes qu'on veut résoudre. Mmh. Ensuite, il y a le voyage proprement dit, le trip, où on prend ces substances. Et là, il y a un effet qui est très long, qui dure entre 6 et 10 heures selon la substance. Et ensuite, on a une intégration, troisième temps. Donc les prises, elles peuvent être dans les essais cliniques, en général, c'est 2 prises qui sont espacées de 15 jours ou de 3 semaines. Et ensuite, il y a tout au long du parcours des intégrations avec ces mêmes professionnels. Qu'est-ce qu'on a vu dans le voyage? Quels sont les insights, on dit en anglais, les révélations ou les intuitions qu'on a eues et ce qu'on a appris sur soi-même qu'on ne connaissait pas et comment on peut travailler dessus ou les utiliser dans sa vie quotidienne. D'accord. Et donc, quand on parle de psychédélique, on parle de quoi? Donc, c'est l'ecstasy, le LSD? Il y a des psychédéliques et puis la famille apparentée des psychédéliques. Donc, il y a des molécules chimiques. Donc, ça, c'est le LSD qui a été inventé en 1943 en Suisse par hasard par Albert Hofmann, mais dans le cadre d'un laboratoire qui était sans dose. C'est l'acide. Gros laboratoire pharmaceutique sans dose. Oui, absolument. Mais lui, il travaillait sur autre chose et en fait, par accident, il a ingéré un peu de cette substance et il a fait un trip, etc. Et ensuite, il s'est dit, c'est très puissant, mais à quoi ça sert? Ils ont fait un médicament qui s'appelle le délicide. Ils l'ont envoyé à la planète entière en disant aux médecins, utilisez-le et puis vous nous direz ce que ça fait. Bon. Et ça a été répandu comme ça en psychiatrie. Par exemple, Cary Grant, à Hollywood, a fait une thérapie avec son psychiatre sous LSD. Donc, ça, molécules chimiques, LSD, MDMA, qui est le principe actif de l'ecstasy. Ecstasy que les jeunes connaissent bien pour faire la fête, mais la MDMA pris dans un cadre médical n'a pas du tout les mêmes effets. Il y a aussi la kétamine, mais c'est apparenté psychédélique. L'effet est plus court et ça, c'est utilisé en psychiatrie aujourd'hui, mais on pourrait y revenir pas très efficacement parce que le cadre ne s'y prête pas vraiment. En chimie, c'est à peu près tout. Après, il y a les plantes naturelles. Donc, il y a la psilocybine qui vient des champignons hallucinogènes, les psilocybes, qui est utilisée par les peuples autochtones depuis très longtemps. De même que la mescaline, en fait, qui vient des cactus peyotés. Avec le mescal. Il y a aussi, il y a aussi les glandes du crapaud. Donc ça, c'est la 5-MeO-DMT, où on peut traire un crapaud. Et cette substance est hallucinogène.
Et il y a, est-ce que j'en oublie, il y a l'ibogaïne d'une plante, la plante iboga, qui est africaine, elle. Voilà. Mais en essai clinique, on va dire que les 3 les plus répandus, ou même utilisés dans certains pays, dont la Suisse, ce sont le LSD, la MDMA et la psilocybine. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau, en fait, quand on prend ce genre de substance, en fait? Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça désinhibe ? C'est quoi les chemins ? Vous parlez dans votre livre, d'ailleurs, de créer des nouveaux chemins neuronaux. Alors, je parlais de l'inhibition du mental. En fait, on a plusieurs réseaux dans le cerveau. Il y en a un qui s'appelle le réseau de mode par défaut, qui est un peu ce petit dictateur mental. Et c'est lui qui est vraiment mis en sourdine sous psychédélique. Mais sait aussi quoi, ça, ce petit dictateur mental, en fait ? Est-ce qu'on sait expliquer vraiment biochimiquement ce que c'est ? Est-ce que c'est finalement en fait une réaction un peu automatique ? Il y a un neuropsychiatre, je crois, qui a écrit un livre sur cette espèce de singe qui est toujours en train de... Qui est sur votre épaule. Voilà, qui est toujours en train de revenir dans ton ordinateur. C'est ça, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails du réseau de mode par défaut, parce que je perdrai tout le monde. Et peut-être, comme je ne suis pas médecin, je dirais des bêtises aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que si on éteint ce cerveau-là et ce réseau-là, et c'est ce qui se passe avec les psychédéliques, alors il y a d'autres connexions qui se font. Il y a une espèce d'entropie, de désordre. Il y a une image quelquefois qui est utilisée qui est la boule à neige, en fait, quand on secoue. Et en fait, on a quand même 86 milliards de neurones dans notre cerveau, donc on ne connaît pas le fonctionnement exact de tout ça. Mais il se crée des connexions. Chaque neurone a des synapses qui sont les extrémités, et elles se mettent à pousser et à se connecter avec d'autres neurones alors que ça ne se passait pas. Et donc il y a des effets, par exemple, de la perception qui changent. La musique a une couleur, ou la couleur est une musique, des choses qu'on appelle la synesthésie, qui se produisent sous psychédéliques et qui ne se produisent pas normalement. On sait aussi que ces substances, pour beaucoup d'entre elles, s'attachent à un récepteur de la sérotonine, qui est 5-HT2A. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques, mais il se passe énormément de choses qu'on connaît biochimiquement. En revanche, le lien entre ce qui se passe biochimiquement et la santé mentale, il reste à établir pourquoi ça fait autant de bien. Et une des hypothèses pour certaines molécules, notamment la psilocybine, c'est le voyage spirituel. C'est-à-dire tout à coup... Le voyage spirituel. Ça a été beaucoup montré par des témoignages, en fait, de gens, par exemple, qui sont dans des angoisses de fin de vie ou des dépressions de fin de vie. Et moi, j'en ai interviewé notamment ce Canadien, et c'est vraiment un témoignage qui m'a marqué. Il dit, en fait, donc il y a cette angoisse de mourir, il a un cancer stade 4, il est inopérable, il sait qu'il va mourir à moyen terme, court moyen terme. Et il dit, en fait, sous psilocybine, c'était les champignons, je me suis senti moins important. J'ai vu que je faisais partie d'un grand tout et que je n'étais que de passage et que mon enveloppe corporelle, terrestre, c'était pas si important. Donc lui, il a fait un voyage spirituel, voire mystique, même s'il croyait à rien avant, il n'était pas religieux. Et une partie des bénéfices peut être due à ça pour certaines substances. Voilà. Mais la MDMA, ce n'est pas le cas et ça fait énormément de bien pour les traumas, par exemple le syndrome de stress post-traumatique. Mais parce qu'on parle de prendre cette substance et de faire une thérapie finalement assez courte, qui dure quelques semaines, mois finalement. Donc c'est un voyage, peut-être 2 fois prendre la substance, mais après ça perdure pendant longtemps dans sa vie ce qui s'est passé. Alors oui, ce qui est important à souligner, c'est la différence entre les thérapies classiques, par exemple les antidépresseurs contre l'état dépressif, et les psychédéliques. Donc les antidépresseurs, au fond, s'adressent plutôt aux symptômes, c'est-à-dire ça atténue les symptômes de votre dépression. L'espoir des psychédéliques, c'est d'abord que l'effet est immédiat. Donc ça, dès le lendemain, il n'y a pas 3 semaines, un mois différent. Avant de trouver le bon traitement. On a des espèces de révélations. Ensuite, l'effet peut être beaucoup plus durable parce qu'on va à la racine de la dépression ou du trauma. Mais tout ça se travaille. C'est-à-dire, c'est pas le lendemain qu'on est guéri. C'est-à-dire que si on arrive à tirer profit du voyage avec un professionnel et à comprendre le nouveau paysage mental qui s'est formé, et pourquoi ça peut être durable, c'est que ces connexions synaptiques nouvelles dont on parlait tout à l'heure, eh ben, elles peuvent perdurer, on peut les muscler. Si on sent que cet état nous est profitable, on peut s'entraîner
à muscler ces connexions. Et bon, moi, par exemple, après mes voyages, je me suis mise à méditer tous les matins. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Là, on va juste revenir après sur votre... Parce que finalement, c'est comme un peu le sport. Par exemple, la première fois qu'on fait un mouvement, je sais pas, moi, par exemple, une traction, on tremble dans tous les sens, on l'a fait n'importe comment, mais on l'a quand même passé la première fois, même si c'est avec de l'aide, par exemple, avec un élastique. Je prends vraiment cette analogie. Et ensuite, une fois qu'on a pratiquement un peu débloqué ce mouvement, il est plus facile à réaliser même sans aide ou avec un élastique de moins en moins fort. Et ensuite, on va s'entraîner, donc on va faire plus de biceps, plus de tirage, et on arrivera de plus en plus facilement à faire une traction. Donc, pareil, on a créé des connexions neuromoteurs. Voilà, mais par exemple, quand on a une révélation et on se dit « Ah, mais c'est pour ça que je suis comme ça », eh ben, on l'entretient. Oui, et puis c'est quelque chose, du coup, qu'on a ressenti avec son cœur et ses tripes. C'est assez ineffable, c'est difficile à expliquer. Mais on ne peut plus l'ignorer, en fait. Alors que si c'était un raisonnement mental, c'est comme un déblocage. Ah ben c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas ça, etc. Et là, il y a une espèce de tonalité, de véracité. C'est vraiment moi, et c'est ça que je ressens. Et donc là-dessus, il faut que je travaille. Et c'est là-dessus, autour de ça, que je vais m'organiser. Donc, il y a comme un... Enfin, l'image qu'on peut prendre, c'est comme un reset mental. C'est-à-dire, comme vous rebootez votre ordinateur, ben là, le cerveau est rebooté de manière un petit peu différente. Élargie. Et donc, ces chemins cognitifs, ils perdurent et on peut les muscler, effectivement, en méditant, par exemple, en changeant son rythme de vie, en voyant différentes personnes. Il y a des gens dont ça a complètement changé la vie. Ils ont changé de métier, ils se sont séparés. Moi, j'étais déjà séparée avant, mais ça leur a changé la vie. Ou d'autres m'ont dit, je ne serais plus sur cette planète si je n'avais pas fait cette thérapie, je me serais suicidée. Notamment, c'est le cas des vétérans des guerres américaines que j'ai pu interviewer. Et donc vous, Dominique, vous avez fait l'expérience, vous avez fait une thérapie augmentée, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous racontez vraiment votre expérience dans le livre au début, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment hyper intéressant de comprendre finalement un peu votre... vous n'étiez pas vraiment déprimé, enfin, vous n'étiez pas dépressif, peut-être un peu en déprime passagère, on ne sait pas trop, vous vous sentiez pas au top. D'abord, je pense que si j'étais attirée par ce sujet, c'est qu'il y avait un terrain mental favorable chez moi. Ce qui se passe, c'est que je dirigeais le Nouvel Obs et puis j'avais décidé de revenir au journalisme après 2 ans et demi, 3 ans de management. Et j'ai lu le livre de Michael Pollan, qui est un grand journaliste américain, qui a vraiment vulgarisé ce sujet aux États-Unis. Et là, je me suis dit, mais personne ne connaît... Enfin, j'ai eu vraiment une révélation en lisant ce livre qui m'avait été conseillé par une amie qui avait fait cette expérience. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'en tant que journaliste, je travaille là-dessus. Donc, je me suis mise à faire une enquête. J'ai proposé une cover au Nouvel Obs qui est parue au printemps 2021. Mais chemin faisant, au cours de mon enquête, les gens que je rencontrais me disent, mais si tu n'essayes pas, en fait, tu peux pas vraiment en parler. Tu ne seras pas légitime à en parler et tu en parleras pas bien. Et voilà, ça correspondait à un moment de ma vie compliqué sur un plan affectif. J'avais 2 deuils familiaux très douloureux et une séparation. Et donc, j'étais convaincue du caractère non toxique et non addictif de ces psychédéliques. Et j'avais interviewé des psychothérapeutes en qui j'avais confiance. Voilà. Même s'ils font ça dans l'illégalité, je dis encore une fois, en France, ce n'est pas légal. Et je me suis dit, allons-y, essayons. Et donc, j'ai essayé... Donc, vous avez quand même fait cette thérapie avant, vous l'avez préparée. Oui, puis moi, j'avais fait des psychothérapies avant. Et le thérapeute avec qui j'ai travaillé m'a dit, c'est des gens de votre âge qui ont déjà travaillé sur eux, qui sont structurés, etc. C'est là où on a les meilleurs effets. Donc, c'était aussi encourageant. C'est hyper intéressant. Donc en fait, c'est pas pour les fous, entre guillemets. C'est déjà pour des gens qui sont hyper intéressés. Alors, les fous, c'est un terme qui n'est pas bon. Il y a des gens en dépression sévère que ça peut aider, mais il y a certaines formes de maladies mentales qui sont déconseillées, où il est déconseillé de prendre des psychédéliques. Okay. Notamment la bipolarité, il n'y a pas d'essai clinique, les psychoses sévères, etc. Okay. Bon. Moi, j'étais déprimée, je venais de perdre mon grand frère, ma maman, de me séparer, voilà, bon. Et je me suis dit, je risque rien. Au pire, c'est la MDMA. Ils commencent tous avec la MDMA pour l'alliance thérapeutique
Et aussi parce que c'est vraiment la drogue du cœur et c'est très doux comme voyage. On n'a pas d'hallucinations terrifiantes, sauf, je précise, pour les gens qui ont des traumas qu'ils ne connaissent pas et qui revivent des traumas. Ouais, là, c'est vraiment la face cachée de la conscience et de la mémoire. Ils peuvent revivre des traumas qu'ils ont vécus alors qu'ils n'en ont pas conscience. Bon, c'est pas mon cas, heureusement. Et ce voyage m'a vraiment marquée parce que je me suis autorisée à penser, à ressentir, surtout à ressentir, mais c'est comme des phrases qu'on voit et qui s'inscrivent dans votre cerveau. Enfin, c'est vraiment pas le mental qui dirige. Et on ne peut plus les ignorer ensuite. Et donc, moi, je considère que ça a changé, enfin, ça m'a changé, tout à fait. Et j'ai ensuite travaillé sur les choses que j'ai vues, en thérapie courte, et j'ai dépassé le deuil de manière vraiment assez étonnante. Assez étonnante, oui. Et donc là, vous dites que vous continuez à faire de la méditation. En fait, vous continuez à entraîner. Tout à fait. Après, par curiosité, j'ai aussi été faire de la respiration holotropique, été faire de la transe cognitive avec Corinne Sombrin. Parce qu'une fois qu'on a visité cette face cachée de la conscience, c'est un chemin. Et on se dit, on peut toujours progresser sur ce chemin. Cela dit, les psychédéliques, c'est quand même une expérience qui remue énormément. Ça ne réussit pas à tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance. Mon psychothérapeute m'a même dit vous avez passé le mur du son. Donc, il était très content des résultats. Donc, et chaque voyage est différent. J'en ai fait 2 sous MDMA à 1 an de distance. Le deuxième, à 1 an de distance. Ouais, le deuxième. Et c'était il y a combien de temps ? Alors, c'était juste avant la parution de l'enquête. Le premier, c'était en mars 2021. Et c'était 10 jours après la mort de ma maman. Donc, bon. Et le deuxième, c'était en juin 2022. D'accord. Et donc finalement, 3-4 ans après, c'est encore présent. Et non, mais c'est présent pour la vie. Parce que je ne pense plus à moi de la même manière. La MDMA, c'est aussi la substance de l'estime de soi et de la confiance en soi. Bon, on a beaucoup d'entre nous ont des problèmes de confiance en nous. On se voit différemment. Et je dirais même que je me suis aimée pour la première fois de ma vie, avec mon cœur, sous substance. Donc c'est assez énorme. Dans votre livre, vous parlez que cette thérapie augmentée peut améliorer ses relations de couple aussi, trouver un épanouissement spirituel ou une meilleure envie de développement personnel. Et oui, enfin, ça peut casser les couples aussi, parce que si l'un fait ce voyage et change considérablement, faut le faire à 2 peut-être, et que l'autre n'évolue pas, ça peut être une thérapie augmentée de couple. Ça peut probablement, je ne sais pas. Okay. Mais ce que je sais, c'est si l'un change et l'autre ne change pas, comme celui qui a changé sait beaucoup mieux ce qui peut lui faire du bien et aller vers son bonheur, si l'autre n'a pas changé d'attitude et qu'il y a des problèmes, ça peut casser des couples aussi. Okay, donc, oui. Comme toutes les psychothérapies, en fait. Oui, tout à fait. Ou même comme juste amélioration de son lifestyle, ça peut aussi être le cas. Oui. Vous citez le Dr Ecstasy, donc qui est un grand militant. C'est Rick Doblin. Voilà, grand militant du champignon, plutôt lui hallucinogène. Non, alors lui, c'est la MDMA. Ah, ok. Il a monté une association qui s'appelle MAPS. Enfin, il est pour la libéralisation de tous les psychédéliques parce que c'est un homme des années 70 et qu'il est très libéral, on va dire. Mais il a vraiment travaillé pendant 30 ans à légitimer la MDMA comme un médicament sur le stress post-traumatique. Donc, très jeune, il a compris que ça pouvait avoir des effets, notamment sur les femmes qui ont été abusées, notamment sur les traumas de guerre pour des soldats. Il a levé beaucoup d'argent, à la fois des républicains pour les vétérans et des démocrates pour les femmes. Et il a mené des essais cliniques jusqu'à la phase 3. Et il a failli avoir l'approbation de la Food and Drug Administration, qui est l'organisme de réglementation de la pharmacie aux États-Unis, failli avoir ça en août dernier. Finalement, ce n'est pas passé. Ils ont redemandé des essais cliniques. Mais moi, je suis sûre que la MDMA sera à moyen, voire court terme, autorisée aux États-Unis. Elle l'est déjà en Australie. Elle l'est déjà en Suisse, en thérapeutique, toujours en médical. Parce que le stress post-traumatique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien soigner, en fait. Il n'y a pas énormément de thérapies qui réussissent, où les gens, ça va mieux et puis ils retombent dans leur trauma. On voit ça beaucoup avec les agressions sexuelles.
Et donc là, c'est une piste très intéressante. Malheureusement, il n'y a pas d'essai clinique en France sur la MDMA pour l'instant. Il y a aussi cette citation donc, de ce médecin qui dit, alors écoutez bien parce que je trouve ça très fort, « L'humanité est dans une course entre la catastrophe et la conscience, et la renaissance des psychédéliques est là pour aider la confiance à triompher. » Et c'est vrai qu'on a eu notamment Florence Servan-Schreiber qui est venue dans le podcast là, il y a très peu de temps et qui nous dit en fait c'est dans notre humanité d'être toujours en train de voir le négatif partout, en permanence, on est câblé comme ça, il faut changer notre façon de se câbler, il faut s'entraîner à tout le temps plutôt voir le positif, ce qui était hyper intéressant, mais finalement là on a presque un outil un peu plus facile, enfin je claque des doigts, c'est une thérapie augmentée, donc voilà c'est long, c'est accompagné, c'est médicalement. Idéalement, c'est médicalement contrôlé. Mais donc, on aurait un outil, en fait, pour arrêter d'être tout le temps dans le négatif. C'est un peu ça. Oui, mais ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Et on peut dire, par exemple, que Elon Musk prend de la kétamine et qu'il est devenu encore plus fou, probablement, sous cette substance. Il n'est pas vraiment le bon... Donc, ça ne rend pas forcément bienveillant ou ouvert positif. Mais, il y a beaucoup de gens que ça rend comme ça et franchement, on ne peut pas faire de grandes généralités, mais on a vu en essai clinique que sur un certain nombre de maladies mentales ou de traumas, ça pouvait être hyper efficace. Là où on était en impasse thérapeutique, les gens avaient tout essayé et n'arrivaient pas à s'en sortir. Et la Suisse, c'est vraiment un exemple intéressant parce qu'il nous ressemble beaucoup plus que les États-Unis qui ont libéralisé par exemple les champignons. Dans certains États, en Oregon, on peut faire des expériences aux champignons hallucinogènes, mais bizarrement pas dans un cadre médical. Ce sont des centres d'expérimentation. On va faire un trip aux champignons. En revanche, en Suisse, à l'hôpital de Genève et en Suisse alémanique, ils soignent des gens tous les jours avec du LSD, avec de la MDMA et avec de la psilocybine. Et ils ont des bons résultats ? Ils ont des bons résultats, sinon ils ne continueraient pas. Moi, je pense à beaucoup de personnes qui sont dépressives. J'en ai beaucoup, moi, dans mon entourage. Je pense que voilà, la vie parisienne, pas forcément très facile. Donc, dans les quarantenaires, dans mon entourage, j'en ai pas mal. Des dépressifs, mais qui prennent des antidépresseurs depuis déjà 10 ans, facile, et qui ne se voient pas arrêter. Même s'ils ont fait la psychothérapie qui va avec et tout, ne veulent pas arrêter parce qu'ils ont des enfants, ils ont un travail, ils sont un peu dans cet engrenage et en fait, ils ont trop peur de toucher, de revenir en arrière, en fait, de ne pas aller mieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et vous parlez de ces psychothérapies augmentées. Pour traiter les dépressions résistantes, on appelle ça la dépression résistante. Absolument, absolument. Par exemple, actuellement à Sainte-Anne et à la Pitié-Salpêtrière, c'est Multicentrique, il y a un essai clinique pour des gens qui sont précisément en dépression résistante, sur lesquels les antidépresseurs ou d'autres traitements ont échoué. Et qui sont pas forcément traités. Que ça échoue, c'est juste qu'on ne se voit pas arrêter aussi parfois. Oui, c'est juste qu'en fait, ça nous laisse dans un état... Oui, ou qu'il y a des rechutes, mais précisément pour les gens à qui ça réussit... Bon, s'ils n'ont pas d'effets secondaires, s'ils ne sont pas zombifiés, pourquoi pas, hein, ils peuvent continuer. Il y a aussi des gens à qui ça réussit. Mais là, l'espoir, encore une fois, c'est de faire une prise avec psychothérapie, puis une autre prise peut-être 6 mois ou 1 an plus tard, mais d'être guéri pour la vie. Donc, c'est quand même, ça vaut le coup d'être tenté le jour où c'est légal. C'est-à-dire c'est une piste beaucoup plus intéressante, puisqu'on ne s'abrutit pas avec des antidépresseurs qui, quand même, ont des effets secondaires la plupart du temps, néfastes. Donc, voilà, aller mieux sans médicaments, c'est quand même un horizon très désirable. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement finalement entre le LSD, Lucy in the Sky in Diamond dans les années 60-70 et aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que ça a été complètement interdit, passé complètement sous silence ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec en fait, ça vient de toute l'histoire de la contre-culture aux États-Unis, c'est-à-dire que comme je disais, le LSD et la psilocybine étaient utilisés par des psychiatres et des psychothérapeutes à partir de, disons, la fin des années 50 jusqu'au début des années 60. Et là, c'était légal ? C'était complètement légal, puisqu'il y avait ce Délicide qui était le médicament au LSD fabriqué par Sandoz. Et puis, la psilocybine avait été importée du Mexique par Gordon Wasson. Et Roger Haim, d'ailleurs, il dirigeait le Muséum d'histoire naturelle en France. Ils étaient copains et c'est eux qui ont un petit peu importé les psilocybes en Occident.
Et donc, c'était utilisé et ça donnait des résultats. Il y a même eu des congrès, des publications scientifiques, etc. Et puis, en fait, ces drogues, entre guillemets, se sont répandues dans la société civile beaucoup trop largement. Elles ont échappé au médical. Okay. Et surtout, le LSD est allé, et les champignons, sur les campus, dans les universités américaines, au moment de la guerre du Vietnam et des protestations de contre-culture, contre cette guerre, contre le gouvernement, contre le système. Et donc, Richard Nixon, et il y a eu Timothy Leary, donc des personnages hauts en couleur qui ont aussi beaucoup trop évangélisé autour du fait que tout le monde devait en prendre et que ça changerait le monde, etc. Mais il y a eu des morts, il y a eu des accidents. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui est très bizarre, c'est qu'on ne connaît pas de la contre-culture. On ne connaît pas le nombre en fait de morts ou d'accidents sévères sous substance. Il y en a eu parce que des gamins qui avaient pris ça, et on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient pris, à quelle dose, ont eu des comportements à risque, soit prendre le volant, soit se prendre pour un oiseau et sauter d'un immeuble, etc. Donc, mais comme avec de l'alcool, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. On ne connaît pas le nombre exact d'accidents, mais il y a eu une espèce de panique morale et médiatique avec une campagne de presse très négative, entretenue aussi par le gouvernement. Et ensuite, il y a eu ce décret de War on Drugs et le gouvernement a complètement arrêté de donner des fonds à la recherche. Ça, c'était aux États-Unis. Et c'est devenu... Ça a été suivi par le monde entier. Et en France, on était même les premiers à interdire le LSD parce que Jacqueline Escoffier-Lambiotte, dans Le Monde, qui était une journaliste respectée, en fait, a pris pour argent comptant ce que racontait la Yellow Press américaine. Et donc, ça a été interdit dans le monde entier, en fait, à partir du milieu des années 60. Et ensuite, la recherche s'est arrêtée. Donc, il y a eu une omerta, une espèce de silence pendant 3 décennies pratiquement, avant que les chercheurs ne se réintéressent à ces pistes, notamment parce que la science avait fait des progrès et qu'on connaissait mieux ce que ça faisait dans le cerveau, avec les électroencéphalogrammes, etc. Et aussi parce que la société fabriquait de plus en plus de mal-être et il y avait de plus en plus d'impasses thérapeutiques sur ces maladies mentales. Et encore une fois, une piste aussi très intéressante, ce sont les addictions. Je veux dire, en France, c'est peut-être pas vos amis, mais l'addiction à l'alcool, c'est dramatique. Tout à fait. Voilà. Et donc, le premier essai clinique qui vient d'être terminé, et la publication sera faite avant l'été, c'est le CHU de Nîmes contre alcool et dépression. Justement, ils ont donné 2 doses de psilocybine et on saura les résultats incessamment. Vous avez déjà un peu des infos ? Alors, embargo. Sous le manteau, ils ont l'air contents. Mais franchement, je ne sais pas, il faut attendre la publication et il y aura vraiment des publications scientifiques autour de ce premier essai clinique qui était un petit essai pilote à l'antenne du Gros du Roi du CHU de Nîmes où Amandine Lukiens s'est lancée très bravement parce que c'est extrêmement difficile en France pour les psychiatres. En fait, c'est encore vraiment tabou finalement ce sujet. Non seulement en fait, le tabou, peut-être sur la médiatisation, a un petit peu changé parce qu'on en parle maintenant et j'y participe sur un jour plus serein et plus, surtout, journalistique. Et médical. Et objectif et médical. Mais c'est extrêmement difficile pour des psychiatres qui sont déjà débordés, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de personnel, de monter des essais cliniques en plus de leur travail habituel, de trouver de l'argent, de se faire valider ça par toutes les autorités françaises, éthiques, agences de recherche, etc. Et de trouver des gens qui assistent les patients de 6 à 8 heures dans leur chambre d'hôpital. Et ensuite, enfin voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a 2 essais en cours et il y a une demi-douzaine de projets qui n'ont pas encore abouti, dont certains essayent depuis 4 ans. LSD contre alcoolisme, par exemple, et qui va peut-être démarrer cette année, heureusement. Et tout à l'heure, juste avant de préparer, qu'on s'installe, vous me parliez aussi d'argent. Finalement, il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique qui a envie vraiment de mettre la main à la poche et de développer un brevet, puisque finalement, c'est 1 prise, 2 prises max peut-être dans sa vie. Oui, donc c'est pas vraiment aussi rentable lucratif comme le médicament anti-obésité qu'on prend tous les jours à vie, quoi. Ah oui, ou les antidépresseurs qu'on prend tous les jours à vie. Absolument. Donc, il y a peu de recherche privée, il y a juste des startups pour beaucoup anglo-saxonnes qui espèrent devenir le prochain Big Pharma des psychédéliques. Donc, ils brevettent un petit peu des molécules un peu différentes de ce qui existe. Il y a aussi des gens qui font des recherches en disant « Ah oui, mais s'il y a des hallucinations, ça ne peut pas être grand public. » Donc, on essaie de trouver
des drogues qui font le même effet mais sans les hallucinations. Bon, c'est une piste et ça deviendra plus grand public. Et c'est vrai que les besoins sont tellement énormes que potentiellement le marché est important, mais on prendra beaucoup moins de substances que dans des antidépresseurs. Et en fait, les gens que ça devrait le plus intéresser, pour moi, sont les psychiatres et les psychothérapeutes, puisque pour eux, ce serait un outil d'approfondissement de leur travail. Ça ne les remplacerait pas du tout, mais ils travailleraient de manière plus intéressante, éventuellement. Et c'est vrai qu'ils sont assez démunis. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles molécules dans la dépression. Non, absolument. Depuis le Prozac, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'innovation. Il y a des essais sur les nouveaux électrochocs, sismothérapie, mais bon... Voilà, c'est plus brutal que de prendre juste une pilule, à mon avis, de psycho. On a parlé aussi, j'ai entendu parler de microdoses. Par exemple, l'utilisation de psychédéliques à toute faible dose pour encourager la créativité, par exemple, libérer un peu les chakras, mais sans forcément faire un trip de 6-7 heures. Est-ce que ça, vous en avez entendu parler ou en tout cas enquêté sur ce sujet ? Oui, alors dans la Silicon Valley, c'est extrêmement répandu. Je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui se microdosent. Cela dit, les études cliniques qui ont été publiées ne concluent pas à un effet absolument puissant, ni sur la créativité, ni forcément sur le bien-être, etc. Moi, j'ai testé, parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, les champignons, la racine, plutôt le mycélium de champignons, est légal. Donc, on peut acheter aux Pays-Bas, comme on achète du cannabis, on peut acheter des champignons. Et notamment, ils font des plaquettes de microdosage. Bon, j'ai essayé une fois, moi ça me donnait plutôt du brouillard dans la tête, peut-être que la dose était trop forte pour moi, c'était un peu effet de jet lag. Donc pour le travail, c'était l'inverse de la créativité, j'avais plus de mal à écrire. Mais il y a des gens à qui ça réussit apparemment, donc qui se microdosent, évidemment pas en continu, mais qui font des cures, comme on peut faire des cures d'oligo-éléments, etc. Comme des compléments alimentaires, quoi. Complètement illégal en France, puisque c'est de la psilocybine pour le coup. Et en LSD aussi, il y a des gens qui se microdosent. Moi, j'avais eu un témoignage très intéressant pour le Nouvel Obs d'un jeune homme qui est atteint d'une leucémie, qui a eu un parcours médical qui était un vrai calvaire et qui se microdosait au LSD. Et ça lui a fait disparaître son angoisse de mourir, d'avoir des récidives, etc. Donc, il en parle très, très bien. Notamment, il y avait eu un webinar à la Société psychédélique française, qui est une association en fait, de médiation scientifique. Et il y avait eu un webinar sur justement les psychédéliques en palliatif et qu'est-ce qui existe sur la planète. Et ce jeune homme avait témoigné, avait vraiment raconté dans le détail comment ça lui avait sauvé sa santé mentale en tant que patient avec des décennies de traitement, d'hospitalisation, de rechute, etc. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de toutes ces thérapies non médicamenteuses qui permettent ces voyages mystiques ou en tout cas cette modification de la conscience. Vous parlez dans votre livre de l'hypnose, de la transe, de l'EMDR ou de la respiration holotropique. De la respiration holotropique. C'est quoi la respiration holotropique ? Alors, la respiration holotropique, en fait, c'est intéressant parce qu'à l'origine, ça a été inventé par Stan Grof, qui était un psychiatre qui utilisait des psychédéliques. Et puis, il y a eu la guerre à la drogue. Il n'a plus eu le droit d'utiliser les psychédéliques aux États-Unis. Et il a mis au point une technique de respiration qui est assez simple. En fait, c'est prendre énormément d'oxygène par la bouche dans un rythme de plus en plus accéléré. En fait, il y a une hyperoxygénation du cerveau qui provoque aussi un état modifié de conscience. Alors évidemment, ça ne dure pas 8 heures comme une drogue psychédélique, mais ça permet de visiter un état différent. Et pour le coup, ce n'est pas illégal. Il y a eu, ce qui est intéressant, il y a eu un rapport parlementaire français qui assimilait ça à une pratique sectaire et donc il fallait s'en méfier, etc. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des gens qui proposent des séjours de respiration holotropique en France de manière tout à fait légale. L'exercice et l'effet. En fait, moi j'ai participé à un week-end parce que du coup, moi par curiosité, j'ai été investiguer tout ce qui pouvait mettre dans un état modifié de conscience pour voir, parce que c'est toujours un peu des églises, il y a des gens qui disent qu'ils sont que respiration holotropique, que psychédélique ou que hypnose, mais en fait, vraiment, ce sont des thérapies cousines en ce sens qu'elles vont chercher cette face cachée de la conscience. Et le week-end de respiration holotropique, en fait, ça se fait toujours en binôme et l'un respire pendant 3 heures avec
une bande son, mais il y a aussi beaucoup, on n'a pas parlé de musique, mais sous psychédélique, il y a aussi de la musique qui entraîne en fait le cerveau à s'envoler, si on peut dire. Et la respiration holotropique, on fait pendant 3 heures, et si on réatterrit, on relance par la respiration. Et moi, j'ai trouvé que c'était des états très voisins de ceux que j'ai connus sous MDMA, par exemple. Ouais, mais sans hallucination aussi vivace que sous ayahuasca, par exemple. Je n'ai pas cité en psychédélique, qui est un mélange de lianes de la forêt amazonienne, de lianes et de plantes, qui est probablement ce qu'il y a de plus fort en psychédélique. Alors ça, moi j'ai vu des images sur les réseaux sociaux où on voit des gens en groupe pratiquement nus à vomir dans la forêt, ça donne pas très envie. Oui, mais ce sont des pratiques vraiment de peuples Shipibo du Pérou qui font ça pour des cérémonies spirituelles et de purification et aussi contre les maladies, etc. Alors moi j'ai essayé aux États-Unis parce que il y a une exception religieuse qui fait qu'aux États-Unis, certains endroits, des temples, sont autorisés à faire des sacrements à l'ayahuasca. Et là, c'est très violent. Bon, j'ai pas vomi, mais on a une très 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 forte nausée et on se sent vraiment complètement ailleurs. Et on a des hallucinations très vives, à la fois de couleurs, de sons, visuels. Et ça peut être introspectif si... on est accompagné. Voilà, moi j'en ai parlé dans ce séjour avec le mari de la chamane qui lui faisait plutôt la partie psy. Et du coup, j'ai eu un peu un prolongement de mes introspections sous MDMA, mais en encore plus puissant. Hein. Là, je me suis carrément vu fœtus dans le ventre de ma maman et j'ai parlé avec le fœtus. Donc, bon, vous voyez, on va très loin. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on parle de longévité, on est quand même un podcast de la longévité, est-ce que vous avez l'impression de vieillir plus confortablement, plus... J'aime pas trop ce terme mieux vieillir, bien vieillir, j'aime plus trop ce terme puisqu'on l'a décapité ce terme avec beaucoup de chercheurs qui sont venus nous voir ici dans ce podcast, mais est-ce que vous avez l'impression de vieillir d'une façon plus agréable grâce à cette thérapie augmentée ou en tout cas ces pratiques que vous faites ? Complètement. Alors là, je dis sans hésitation oui, mais c'est parce que ces pratiques amènent à l'acceptation de soi tel qu'on est. Déjà, si on est vieux, si on est ridé, si on est, je sais pas, tout ce qu'on n'aime pas chez soi, en fait, peut être plus accepté. C'est le but d'une psychothérapie. Mais là, c'est augmenté. Et comme on a ressenti, par exemple, sous MDMA, de l'amour de soi, on s'aime comme on est. Voilà. Et voilà, je suis vieille, j'ai 66 ans, mais c'est pas grave. Non, mais honnêtement... Et par rapport aux gens qui vous entourent, peut-être, vous voyez une comparaison. C'est pas forcément pour se sentir mieux que les autres, mais peut-être que vous voyez votre expérience de vie différente de celle de personnes qui ont vos âges. Je sais pas, chacun est différent. Et franchement, moi, je suis plus heureuse depuis que j'ai fait ces voyages, c'est évident. Voilà, donc, tout simplement, en fait. Tout simplement. Après, je dis pas que dans 10 ans, je me trouverai pas beaucoup trop vieille. Après, je veux dire... C'est tout le travail psychanalytique ou psychothérapeutique, c'est vraiment ça. C'est d'avancer dans la vie et d'être content et de trouver la lumière et de trouver le bonheur. Donc, je pense que les psychédéliques peuvent vraiment y aider. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que la science progresse et qu'ensuite, ce soit accessible à un maximum de gens. Et après, on peut reparler de transe, d'hypnose, etc. L'hypnose, j'ai pas vraiment... approfondi le sujet, mais j'ai quand même fait un week-end avec des hypnothérapeutes et beaucoup d'entre eux, en fait, parlent aussi du fait que chez les gens qui sont réceptifs à l'hypnose, ça les met dans des états vraiment de conscience modifiés où ils voient des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. Et moi, pour avoir pratiqué l'hypnose, j'ai trouvé ça intéressant, mais ça ne m'a pas mis dans un état... J'ai pas mal pratiqué, notamment enceinte. C'était plutôt dans des intentions de préparer un deuxième accouchement plus cool. J'ai pratiqué plusieurs fois l'hypnose. Bon, ça m'a beaucoup intéressée, mais j'ai pas eu d'état vraiment de conscience modifiée, même si c'est des expériences qui m'ont aidée. Voilà, mais après...
Et peut-être que l'état faut avoir modifié fait de d'abord conscience, les psychédéliques pour pouvoir les réactiver, ces voies. Alors moi, j'avais fait la MDMA avant de faire la respiration holotropique. Je pense que ça m'a aidé à partir parce qu'il n'y a pas d'appréhension du coup tout. Parce que ça m'avait réussi, on lâche plus. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que ce dictateur mental il soit endormi, donc il peut s'endormir plus facilement si on pense que ça vous fait du bien. Il y a aussi l'expérience de transe cognitive auto-induite, dont je parle dans le livre que j'ai fait avec Corinne. Cognitive auto-induite. Alors, en fait, c'est un état de transe qui est comparable à celui de l'hypnose, mais qui est induit non pas par quelqu'un qui vous hypnotise, mais par une bande-son qu'a mise au point Corinne Sombrin, en fait, qui a été se former au chamanisme en Mongolie et qui ensuite a dit « Mais moi, je ne suis pas chamane, je pense qu'il y a des sons et des vibrations qui peuvent induire dans le cerveau cet état de conscience modifié. » Et elle a mis au point une méthode, en fait, d'induction de la transe. C'est la chakra danse ou c'est encore autre chose ? Alors, chakra danse, c'est autre chose. Okay. Ouais. Là, on est plutôt allongé et il y a une musique. Et puis, voilà, il y a aussi 20 personnes dans une salle. Il y a une ambiance qui fait que tout le monde... Il y a un partage, et c'est important aussi. Et depuis que j'ai fait ça, on a un groupe de trans, par exemple, et on se donne rendez-vous sur Google Meet. Et voilà, on laisse le son et on trans au même... En visio ? Oui, mais on se dit bonjour en visio, on enlève la caméra, on laisse le son et on trans ensemble 1 fois par semaine, par exemple. Et ça... Je veux faire partie de ce groupe WhatsApp. Par exemple, je dors beaucoup mieux après avoir transé. J'ai découvert ça. Donc, voilà. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Mais ça, c'est des trans courtes. Oui. On fait ça 20 minutes. Mais par exemple... C'est lâcher, en fait. C'est sortir tout ce qu'il y a à sortir de tension, de nervosité. Et voilà, on fait du proto-langage en trans, c'est-à-dire on parle, mais ça ne veut rien dire. Et au début, j'y arrivais pas du tout. J'étais complètement bloquée. Un jour, ça s'est complètement débloqué. Et entendre les autres faire ça, où il peut y avoir des cris d'animaux, etc. Donc, peut-être, on peut être pris pour des fous de l'extérieur, mais je vous assure que ça peut faire du bien. Non, mais je pense qu'en fait, il faut en parler. Donc, votre travail est extrêmement important. Et vraiment, je vous remercie d'avoir écrit ce livre que vraiment, merci les personnes qui nous regardent, regardent, me donner l'occasion d'en parler. Vraiment, il faut le lire parce que, en fait, ça enlève un peu, ça démystifie, pour le coup on parle de voyage mystique, mais ça démystifie complètement le sujet et en fait on parle vraiment de la chose la plus importante qu'on a en tant qu'animaux sur cette terre, c'est-à-dire notre cerveau qui est qui n'est pas vraiment compris, qui nous empêche. On se sent tous limités par nos cerveaux. Mais même en sport, moi qui suis sportive, c'est souvent le mental qui bloque dans beaucoup d'efforts. Il y a énormément de blocages, en fait, qui nous tirent vers le bas en permanence. Et on est peut-être un peu à l'aune, finalement, de cette libération mentale. Et c'est vrai que ça fait peur parce que, voilà, il y a cette espèce d'histoire de lâcher prise. On voit un peu peut-être dans les films, voilà, sur les réseaux sociaux, on voit des choses qui nous font un peu flipper. Oui, il y a des idées reçues, mais il y a aussi des dangers. Des inhibitions, donc, oui, voilà, exactement. Et on peut reparler, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas prendre ces drogues tout seul, notamment parce qu'il y a des contre-indications sur les maladies médicales, psychiques, voilà, mais aussi physiologiques, c'est-à-dire conditions cardiaques, puisque la MDMA ou la ayahuasca, ça accélère le cœur énormément. Hypertension, voilà, il y a des gens, il y a eu des accidents en ayahuasca, il y a des gens qui ont eu des crises cardiaques, donc voilà, il y a beaucoup de précautions, mais l'image véhiculée depuis les années 70 sur addictif, toxique, sans intérêt médical, c'est faux. Donc j'espère qu'un jour il y aura une reclassification et que pour certaines indications d'abord, et puis ensuite plus largement, on pourra profiter de ces états modifiés de conscience qui sont aussi des approfondissements de la connaissance de soi et c'est une condition d'aller vers son bonheur. Pour terminer, je voulais encore vous citer, parce que vous écrivez très bien, donc c'est bien de citer quand même. Vous écrivez donc que la France est un pays séculier et cartésien, où les autorités médicales ont toujours fait preuve de méfiance par rapport au développement personnel, envers ce genre de thérapie qui se manifeste par des expériences spirituelles, voire mystiques. En gros, pour l'instant, les Français, que ce soit un peu médical ou politique, sont plutôt contre, plutôt fermés. Et il faut un peu défricher encore et toujours le terrain pour que ça puisse passer, quoi. Bien sûr, oui. Et les barrières sont multifactorielles. Donc,
on citait la mauvaise presse que ça a eu dans les années 60, mais aussi l'état de la psychiatrie, et aussi le fait qu'on est un pays séculier. Donc tout ce qui est voyage mystique, méfiance, c'est une secte, forcément. Ensuite, drogue, dès qu'on dit drogue, c'est le ministère de l'Intérieur, en fait. Mais sur la santé, il n'y a pas de ministre de la Santé qui a dit il y a peut-être une piste innovatrice avec les psychédéliques. Voilà, donc tout ça fait que ce sont des freins à la science et à l'innovation sur ces substances en France. Et ça commence tout juste, mais il faut vraiment qu'on rattrape notre retard, notamment sur la Suisse. On est en retard en France. Oui, on est en retard. La Suisse, ils soignent des gens tous les jours à l'hôpital et en cabinet privé avec ces substances. Et l'Australie vient de libéraliser la MDMA. Et les États-Unis vont bientôt en médical, mais c'est libéralisé en récréatif dans certaines conditions, dans certains États, dans un cadre sécurisé, etc. etc. Merci infiniment. Vous allez continuer à pratiquer. Donc, peut-être, est-ce que vous pensez retourner vers les médicaments ou plutôt continuer à pratiquer la transe, la respiration holotropique ? Oui, je pratique dans mon mode de vie la transe, la respiration holotropique. Si j'ai des rechutes sur mon mental, que je me sens déprimée, etc., pourquoi pas un jour approfondir ? Par exemple, je n'ai jamais fait de cure aux champignons hallucinogènes. Je ne l'exclus pas, mais je n'en ressens pas le besoin pour l'instant. Merci beaucoup Dominique. Merci. Et donc je rappelle votre livre, La médecine psychédélique. Voyage dans les médecines psychédéliques, absolument. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je rappelle qu'il n'a aucune vocation à vous inciter à prendre ces molécules interdites et illégales. Mais peut-être que cet épisode pose des questions sur l'intérêt que la science pourrait avoir à mener des recherches sur ce sujet. Encore merci pour votre fidélité. C'était Lucille in the Sky with Diamonds et à bientôt.